Dans la partie 1, on a posé les bases. L'endométriose n'est pas seulement une maladie des règles, c'est une maladie inflammatoire, hormonodépendante, immunitaire, douloureuse, parfois fibrosante et surtout beaucoup plus systémique qu'on ne l'a longtemps pensé. Dans la partie 2, on est allé chercher un lien inattendu. La bouche, on a parlé de buophiles, de gingivite, de parodontite, de Fusobacterium nucleatum et de cette idée encore émergente mais passionnante. Certaines interfaces microbiennes pourraient dialoguer avec l'inflammation pelvienne. Aujourd'hui, on va descendre vers un axe beaucoup plus documenté en clinique, l'axe intestin-pelvis. Et on va commencer par le niveau le plus solide, le syndrome de l'intestin irritable, également appelé SII. Parce que chez beaucoup de patientes atteintes d'endométriose, les symptômes digestifs font partie de leur quotidien. Ballonnement, douleur abdominale, constipation, diarrhée, douleur à la défécation, ventre qui gonfle, ou encore inconfort après les repas. Pendant longtemps, on a cherché une explication anatomique. Une lésion sur l'intestin, une adhérence ou encore une atteinte du rectum ou du sigmoïde. Parfois c'est exactement ça, mais parfois l'imagerie ne montre pas d'atteinte digestive profonde et pourtant les symptômes sont bien là, intenses, répétés ou encore handicapants. Et c'est à cet endroit précis que le syndrome de l'intestin irritable devient central dans notre enquête. La première donnée importante vient d'une méta-analyse publiée en 2022 par Nabi et ses collaborateurs. Donc une méta-analyse, c'est quoi? C'est une étude qui rassemble plusieurs études déjà publiées pour voir si, une fois les résultats mis ensemble, le signal reste présent, le signal reste significatif. Ici, les auteurs ont analysé plusieurs études portant sur l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable. Dans l'analyse principale, on retrouve plus de 96 000 personnes au total, dont près de 19 000 patientes atteintes d'endométriose. Le résultat est assez net, les femmes atteintes d'endométriose avaient environ 3 fois plus de risque d'avoir aussi un syndrome d'intestin irritable. 3 fois plus. C'est un chiffre qui marque, mais en lecture critique, un chiffre ne suffit jamais. Il faut toujours regarder comment il a été produit. La force de cette méta-analyse, c'est que le signal n'apparaît pas dans une seule petite étude isolée, il se répète dans plusieurs travaux, avec des designs différents. Cela rend l'association difficile à balayer d'un revers de main. En revanche, la limite principale est évidente. L'endométriose et le syndrome d'intestin irritable se ressemblent beaucoup sur le plan digestif. Douleur abdominale, ballonnement, constipation, diarrhée, douleur à la défécation, tous ces symptômes peuvent entrer dans les deux cadres. Donc vous comprenez bien ici qu'il peut exister un risque de confusion diagnostique. Certaines patientes diagnostiquées syndrome d'intestin irritable avaient peut-être une endométriose non reconnue, et certaines patientes atteintes d'endométriose peuvent recevoir une étiquette du syndrome d'intestin irritable parce que les symptômes digestifs persistent même après le diagnostic gynécologique. Il y a aussi une autre limite. Toutes les études n'utilisent pas exactement les mêmes critères pour définir le syndrome d'intestin irritable. Certaines utilisent les critères de ROM 2, d'autres ROM 3 ou ROM 4. Pour le grand public, ça peut sembler très technique, mais en recherche, ça compte énormément. Selon les critères utilisés, on ne met pas exactement les mêmes patientes dans la même catégorie. Donc cette méta-analyse nous dit quelque chose de solide, mais elle ne dit pas tout. Elle montre que l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable sont fortement associés, mais elle ne permet pas de conclure que l'un cause l'autre. Et c'est déjà une information très importante, puisqu'ici on sort d'une vision où les symptômes digestifs seraient uniquement liés à une lésion visible sur l'intestin. Une autre étude intéressante est celle de Seaman
et al., publié en 2008. Cette fois, on est sur une grande étude cas témoins britannique. Les auteurs ici ont comparé des femmes atteintes d'endométriose à des femmes sans diagnostic d'endométriose pour voir si certains diagnostics digestifs étaient plus fréquents. Et bien le résultat va dans le même sens. Les femmes atteintes d'endométriose étaient environ 3,5 fois plus susceptibles d'avoir reçu un diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Mais le point le plus intéressant vient ensuite. Même après le diagnostic d'endométriose, ces femmes restaient plus susceptibles de recevoir un nouveau diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. Et ça, c'est intéressant, parce que si tout était seulement une confusion initiale, une endométriose prise pour un syndrome de l'intestin irritable, on pourrait s'attendre à ce que le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable diminue une fois l'endométriose reconnue, diagnostiquée. Or, dans cette étude, le signal persiste. Cela suggère donc que le syndrome de l'intestin irritable n'est pas seulement un diagnostic posé par erreur avant qu'on découvre l'endométriose. Chez certaines patientes, il semble réellement coexister avec elle. La force de cette étude, c'est qu'elle apporte une dimension temporelle. Elle ne dit pas seulement que les deux diagnostics apparaissent ensemble, elle regarde aussi ce qui se passe après le diagnostic d'endométriose. Mais bien évidemment, elle comporte également ses propres limites. Comme beaucoup d'études utilisent des bases de données médicales, elle dépend de la qualité du codage. Un diagnostic du syndrome d'intestin irritable peut être posé différemment selon les médecins, selon les critères utilisés et selon le niveau d'exploration digestive ou encore selon le parcours de soins de la patiente. Il existe aussi un biais de surveillance. Une femme suivie pour endométriose consulte davantage, voit plus de spécialistes, passe plus d'examens, elle a donc plus de chances de recevoir d'autres diagnostics, dont celui du syndrome de l'intestin irritable. Enfin, l'étude ne détaille pas finement les phénotypes d'endométriose. On ne sait pas toujours si les patientes avaient une endométriose superficielle, ovarienne, profonde, digestive, ou encore associée à une adénomiose. Or, ce détail pourrait changer beaucoup de choses. Malgré ses propres limites, l'étude apporte une idée forte. Chez certaines patientes, l'endométriose et le syndrome de l'intestin irritable semblent avancer ensemble. Alors, pas forcément parce que l'un provoque l'autre, mais parce qu'ils peuvent partager un terrain. Inflammation, douleur chronique, hypersensibilité viscérale, troubles du transit, sensibilisation du système nerveux. Et cliniquement, cela correspond à ce que beaucoup de patients décrivent. Une douleur pelvienne typique, parfois cyclique, mais aussi une douleur digestive plus diffuse, influencée par les repas, le stress, le transit, le sommeil ou encore les variations hormonales. Le syndrome de l'intestin irritable est souvent rangé dans la catégorie des troubles fonctionnels. Et ce mot est parfois très mal vécu, parce que dans l'imaginaire collectif, fonctionnel peut sonner comme ce n'est rien, ou encore on ne trouve rien, voire c'est psychologique. Mais ce n'est absolument pas le cas. Un trouble fonctionnel, en médecine, c'est un trouble où le fonctionnement de l'organe est perturbé, même si l'on ne voit pas forcément une lésion évidente à l'imagerie ou encore à l'endoscopie. Dans le syndrome de l'intestin irritable, l'intestin peut être sensible, trop réactif, trop douloureux. Le transit peut être perturbé, le système nerveux digestif peut amplifier des signaux normaux, une distension des gaz, une contraction intestinale banale peuvent devenir douloureux, et ça, dans l'endométriose, c'est essentiel, parce que l'endométriose est une maladie douloureuse chronique, elle peut entretenir une inflammation pelvienne, stimuler les nerfs, créer de la fibrose, modifier les signaux de la douleur. Le pelvis et l'intestin ne sont pas deux mondes séparés, ils partagent des voies nerveuses, ils communiquent, ils se répondent. Une douleur pelvienne chronique peut rendre l'intestin plus sensible, et un intestin hypersensible peut amplifier la douleur pelvienne. C'est ce qui explique pourquoi certaines patientes peuvent avoir des symptômes digestifs majeurs sans atteinte digestive profonde visible. L'absence de lésions intestinales à l'imagerie ne signifie pas absence de mécanismes biologiques, cela peut simplement vouloir dire que le problème se situe ailleurs, par exemple dans la sensibilité des nerfs, dans la motricité intestinale, dans l'axe intestin-cerveau, dans l'inflammation de bas grade ou dans la manière dont le système nerveux traite la douleur. Et ça, c'est une nuance à apporter qui est très importante.
parce qu'elle permet de ne pas banaliser les symptômes digestifs quand les examens sont rassurants. Et elle permet aussi de ne pas chercher systématiquement une lésion digestive profonde chez toutes les patientes qui ont mal au ventre. Jusqu'ici, on a parlé de clinique, des symptômes, des diagnostics, des patientes qui présentent à la fois endométriose et syndrome de l'intestin irritable, mais une étude publiée en 2023 par Yang et al. Dans Cell Report Medicine a apporté une autre couche d'analyse. Ici, on va parler de la génétique. Les auteurs se sont demandé si l'endométriose et certains troubles digestifs pouvaient partager une partie de leurs architectures génétiques. Ils ont étudié plusieurs troubles digestifs, le syndrome d'intestin irritable, mais aussi le GORD et le PUD. Alors, GORD pour reflux gastro-œsophagien, le fameux RGO, et PUD pour maladie ulcéreuse gastro-duodénale, c'est-à-dire les ulcères de l'estomac ou les ulcères du duodénum. Ils ont aussi étudié un phénotype combiné appelé GPM qui regroupe GORD, PUD et ou certains traitements associés. Ce travail est intéressant puisqu'il élargit la discussion. On ne parle plus seulement de douleurs abdominales basses, de côlon ou encore de rectum. On parle ici de reflux, d'ulcères, de prescription digestive et donc d'une susceptibilité digestive plus globale. Le modèle utilisé inclut notamment des analyses de corrélation génétique et de randomisation mendélienne. Alors pour faire simple, la randomisation mendélienne peut paraître intimidante, mais l'idée est assez simple. Dans une étude observationnelle classique, beaucoup de choses peuvent brouiller les résultats. Alimentation, stress, accès aux soins, niveau de suivi médical, tabac, douleurs chroniques, anti-inflammatoires, etc., etc. La randomisation mendélienne utilise des variants génétiques comme des marqueurs naturels de prédisposition. Ces variants sont présents dès la conception et ils sont donc moins influencés par le mode de vie ou par le parcours de soins. Dans cette étude, les analyses soutiennent surtout un lien entre prédisposition génétique à l'endométriose et syndrome d'intestin irritable, ainsi qu'avec le phénotype combiné GPM qui regroupe reflux, ulcères et traitements associés. Autrement dit, on ne regarde plus seulement si les patientes se plaignent plus souvent de symptômes digestifs, on commence à voir apparaître un terrain biologique partagé. Et les voies biologiques évoquées sont cohérentes avec ce que l'on connaît de l'endométriose. Inflammation, régulation oestrogénique, prolifération cellulaire, adhésion cellulaire, douleur, barrière tissulaire.